Rio de Janeiro, ses plages, ses écoles de samba et son carnaval de renommée mondiale. Copacabana, Ipanema sont des noms qui ont fait le tour du monde. La ville est l'ancienne capitale du Brésil, le 5e pays du monde par sa superficie et sa population. Elle est devenue son emblème culturel et touristique. Rio, c'est la plus belle ville du monde selon les Cariocas, ses habitants. Une métropole dans un mélange de sable, de montagnes et de forêts tropicales. Là vivent 6 millions de personnes entre buildings modernes du bord de mer et favelas dans les reliefs. Dans cette ville bat le cœur du Brésil, celui de la fête et de la danse, du football et des jolies femmes. De sa splendeur économique des 18e et 19e siècles, la ville a gardé quelques monuments. Le Largo da Carioca, l'une des places les plus animées de la ville, la Bibliothèque nationale, la plus grande bibliothèque d'Amérique latine, ou le théâtre municipal, une imitation de l'Opéra de Paris. Et quand le soleil se couche sur la baie découverte par les Portugais en janvier 1502, la nuit commence à vibrer au son des rythmes latinos. Janeiro doit donc son nom au mois de sa découverte. La ville est la 4e plus grosse agglomération d'Amérique centrale, mais une des seules où les plages sont aussi belles et au centre de la ville. 86 km de sable au pied des quartiers résidentiels. Ipanema est l'une des plus célèbres. Elle est fréquentée de jour comme de nuit et on vient s'y détendre, faire du sport ou se faire remarquer. Les mots d'ordre, sport et attitude pour les hommes, bronzage, tanga et bikini pour les femmes. L'une d'entre elles a même inspiré une chanson, The Girl from Ipanema. Hello Pinheiro. Cette chanson a fait le tour du monde et a eu un franc succès. Nous nous dirigeons maintenant vers le bar dans lequel la chanson a été écrite. Venez, suivez-moi. Voici le bar Garota de Ipanema, où tout a commencé. Un jour, je passais par là, un peu comme ça. En 1962, Hello avait 17 ans. Antonio Carlos Jobim et Vinicius de Moraes, alors jeunes musiciens de la nouvelle vague brésilienne, ont écrit cette déclaration d'amour en son honneur. Hello est devenue célèbre en quelques jours. Aujourd'hui, elle dirige une agence de mannequins. Salut ma belle. Où étais-tu? Partie en voyage? Tu nous as manqué à l'agence. Lucienne ressemble à Hello dans sa jeunesse. Elle est chargée de repérer les jolies filles sur la plage pour son agence. Il y a quelques belles filles ici. Nous pouvons aller leur demander si elles veulent devenir célèbres en étant mannequins pour l'agence. Bonjour, vous êtes jolie et vous avez de beaux corps. Merci. Par contre, elles sont un peu timides. Lucienne continue son repérage et à la fin de l'après-midi, elle a une dizaine de nouvelles recrues. Qui ne veut pas devenir riche et célèbre grâce à sa beauté. Mais à Ipanema, les femmes ne sont pas les seules à surveiller leurs lignes. Des appareils de fitness sont installés dans le sable tous les 100 mètres. Les cariocas y transpirent toute la journée pour se forger un corps de rêve. Regarde les muscles qu'il a, celui-ci. C'est pas beau, ça? Lucienne fait meilleure figure au volley. Après cet intermède sportif, elle retourne au travail. L'heure est maintenant à une séance photo. Les clichés serviront pour son book dans l'agence. Elle n'est pas vraiment habituée à ce genre d'exercice, mais elle trouve tout de suite le ton.
Un peu plus loin sur la plage, une star signe quelques autographes. Il est présentateur à la télévision brésilienne. Je viens prendre le soleil toute la journée, c'est génial. Je viens toujours sur cette plage quand je ne suis pas devant les caméras. Je fais du sport, je bronze, je passe tout simplement une bonne journée. Il n'y a pas de meilleur endroit pour connaître le Brésil que la plage. En maillot de bain, les différences sociales s'estompent. Dans le plus grand pays catholique du monde, les Brésiliennes sont devenues expertes dans l'art de montrer sans rien dissimuler. Il suffit d'un simple morceau de tissu, le bikini, le tanga. Cristina travaille sur la plage de Barra da Tijuca. Elle vend tous les week-ends ses créations personnelles. Avant de commencer, un petit déjeuner, une tarioca, une crêpe de manioc avec de la noix de coco râpée et une pointe de lait concentré sucré. Ne pas oublier non plus la crème solaire pour éviter les brûlures après une journée au soleil. La vente commence. Ces maillots ont un franc succès. Au départ, je ne faisais des tangas que pour moi-même. Des filles sur la plage les ont vus et m'ont demandé de leur en faire un. C'est comme ça que j'ai commencé, en faisant pour l'une ou pour l'autre. Et puis ça m'a amusée et je me suis mise à en vendre. Je choisis les tissus et j'assemble ensuite plusieurs couleurs pour faire un bikini. En général, les filles les essayent directement sur la plage en les enfilant au-dessus de leur maillot. Sinon, elles se changent dans ma voiture quand elles veulent les garder. Le maillot de bain de pièces a été inventé dans les années 40 par un Français, Louis Réard. Il lui donna le nom de l'atoll où se déroula le premier essai nucléaire américain, Bikini. Sa présentation fit bien sûr l'effet d'une bombe, mais quel aurait été le scandale si l'on avait fabriqué à l'époque des modèles aussi minces que ceux de Cristina. Avec sa production, la jeune femme gagne correctement sa vie, mais elle aimerait un jour passer à la vitesse supérieure. J'ai un rêve, sortir ma propre collection. Je pourrais alors vendre mes bikinis ailleurs qu'à Rio. Les hommes sur la plage ne sont pas les derniers à l'arrêter. Eux aussi apprécient ses créations. J'ai un petit ami qui est très jaloux. Quand je vais sur la plage, il vient avec moi et me surveille. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Il me faut bien vendre mes bikinis sur la plage. Pour découvrir une autre facette de la ville, il faut se rendre dans l'APA, le quartier bohème des artistes et des muses, le Montmartre des tropiques, au pied d'un aqueduc pittoresque. Célèbre dans les années 1920-1930, son état s'est progressivement délabré à partir des années 80. Celarón est un artiste chilien. Il est venu à Rio pour quelques mois, il y a quelques années. Mais il est tombé amoureux de la ville, il a décidé de rester. Parfois, on a un rêve et on ne le réalise jamais. Et puis tout à coup, un autre se réalise, comme par magie. Dans l'escalier de l'APA, il travaille depuis 10 ans à une œuvre iconoclaste. Ça, c'est le point de départ de mon œuvre en pente. J'ai commencé par démonter cette baignoire, et puis je me suis mis à carreler, et encore à carreler. Au départ, Celarón rachetait des vieux carrelages aux couleurs du pays
Et petit à petit, des gens se sont mis à lui en envoyer du monde entier. J'étais tellement touché que j'ai pleuré la première fois que j'ai terminé une de mes mosaïques. J'ai alors su que j'étais encore capable de faire des choses fantastiques. Je sens qu'il y a une partie de moi dans ces escaliers. Lorsque j'ai commencé, mes mains et mes bras étaient en sang et me faisaient mal. Mais j'ai continué. Je suis obsédé par ces escaliers. Ça ne s'arrêtera jamais. Les escaliers changent d'allure tous les jours. Marche après marche, Celarón continue son œuvre. Il peint certains des carreaux. Et il fait lui-même la visite aux promeneurs qui empruntent ce chemin. Les 215 marches conduisent au couvent de Santa Teresa. Tout du long, les mosaïques sont abstraites ou figuratives. La baignoire est toujours là. Ici, j'ai mis en scène l'histoire de la musique brésilienne, vieille de 500 ans. Les compositeurs et les chanteurs les plus connus y sont représentés. Et l'un des plus grands, qui incarne à lui seul tous les autres, était Pichinguinha. C'était un noir qui jouait du saxophone et de la flûte. Son initiative attire désormais les curieux du monde entier. Le vieux quartier est en pleine résurrection et le travail de Celarón a participé à cet engouement. La statue du Christ est petite. Elle ne mesure que 38 mètres et en plus elle est laide, tout en pierre blanche. Ici, chaque mosaïque a sa propre histoire. Celle-ci vient de New York, celle-là d'Angleterre, cette autre de Belgique. Celle-là, c'est moi qui l'ai faite. Un escalier insolite dans une ville qui réserve bien d'autres surprises. À proximité, dans le quartier de Santa Teresa, un tramway fait office de machine à remonter le temps. Il a été construit il y a plus de 100 ans en Angleterre. Une ligne longtemps laissée à l'abandon et qui a fait l'objet d'une rénovation jusqu'à sa réouverture en 1998. Reliant le centre de la ville au pied du Corcovado et sa statue du Christ Rédempteur, elle emprunte le viaduc de Lapa. La vue sur la ville est spectaculaire. Un tronçon de trajet à ne pas conseiller aux âmes sensibles. Varta Gonçalves est l'un de ses conducteurs. Mon tram est tout simplement fantastique. Je vis grâce à lui. C'est une créature joyeuse qui fait partie du folklore de Rio. Je connais personnellement beaucoup de mes voyageurs. Je ne sais pas leur nom, mais je les connais de vue et je les entends monter. On se voit et on se salue. Il y en a même qui me manquent quand ils ne sont pas à leur place habituelle. Je sais par contre que d'autres sont souvent en retard et dans ce cas, je fais exprès de rouler plus lentement. Ils m'invitent ensuite à boire un café quand on est arrivé en haut. C'est tout simplement génial. Albino, le contrôleur, reste à son poste sur le marchepied. Il tente de faire payer tous les passagers, ce qui n'est souvent pas une mince affaire. Aux arrêts, il donne également un coup de main à ceux les plus chargés. Le tram de Rio, c'est un peu comme une famille dont les membres se retrouveraient chaque jour sur son trajet.
Les parents emmènent souvent leurs enfants pour aller se promener en tramway. Au terminus, les enfants s'accrochent souvent au wagon et crient « Encore, encore !» Ils ne lâchent pas prise jusqu'à ce que leurs parents aient fait avec eux 2 ou 3 fois l'aller-retour. Autrefois, cette ligne de tramway faisait partie d'un ensemble desservant toute la ville. Il a été mis en service au début du XXe siècle. Aujourd'hui, il n'en existe plus que 6 exemplaires circulant sur une seule ligne. Les voitures sont utilisées à tour de rôle car il n'existe plus de pièces détachées. Elles sont faites sur mesure à l'atelier d'entretien. J'espère qu'on va garder notre tram encore quelques années. Mais bon, vu l'état actuel des choses, il faut se dire que tout a une fin. Mais le tram, lui, ne doit pas mourir, même si le gouvernement en parle de temps en temps. Les pièces détachées posent aussi un problème. Qui sait, il va peut-être quand même finir par disparaître avant que son heure n'ait sonné. L'État de Rio a repris les choses en main. Cette ligne emblématique a été minutieusement remise en état. À la fin de leur service, Albino et Varta vont boire un verre entre amis. Chaque jour est une nouvelle aventure, une mine pour de nouvelles anecdotes à raconter. Au Brésil, une journée de travail se termine toujours dans la bonne humeur. Tous les prétextes sont bons pour une samba en fin de journée. Pourtant, la vie n'est pas toujours facile à Rio, et notamment dans la favela où vit Tiola Lopez. Ces quartiers de briques et de broc sont nés en 1906 lors de la première restructuration de la ville. Les plus pauvres ont été expropriés et contraints de s'installer dans les collines. Les favelas ont proliféré sans cadre juridique, confort et salubrité. J'ai 2 enfants qui vont tous les 2 au cours de Tiola. Ils sont dans de bonnes mains avec lui. Tiola est surfeur professionnel. Pour aider les enfants, il leur donne gratuitement des cours. Tiola surfe depuis très longtemps déjà, depuis qu'il est enfant. Je trouve ça bien qu'il surfe, mais j'ai quand même peur à chaque fois qu'il sort. Depuis que mon fils surfe, il a moins de mauvaises fréquentations. C'est bien comme ça. Longtemps, ces bidonvilles ont été le symbole de la violence et de la pauvreté du pays. Ces initiatives tentent d'améliorer les choses. Je voudrais bien devenir surfeur professionnel et aider ensuite ma maman à construire une maison. Quand je serai grande, je voudrais aussi aider les enfants des favelas. Le Morro. Ce quartier est construit en rond. Celui qui ne le connaît pas s'y perd facilement. C'est comme un labyrinthe. Les nouvelles politiques d'urbanisation ont pour objectif de transformer les favelas en véritables quartiers. Mais là, il y a encore beaucoup de travail. J'aime vivre ici et je ne regrette pas d'y être né. Ma place est ici, dans la favela. J'aime ma famille, mes amis, le surf, le foot.
Mais j'aime avant tout voir cette bande de gamins préférer surfer que de traîner ici. J'aime voir que mon travail est utile. Chaque vendredi, les enfants se retrouvent sur la plage d'Apoador, une planche de surf entre les mains. Là, seuls comptent les vagues et leur professeur. Pas à pas, ils apprennent les techniques qui leur permettront peut-être un jour de rattraper leur idole. Je fais ça pour motiver les enfants. Le sport les aide à ne pas sombrer dans la criminalité. Enfant, j'ai moi-même été souvent confronté à la violence. Mais certains d'entre nous sont parvenus à sortir de l'ornière grâce au surf ou au football. Le sport est une issue de secours. C'est ce que je voudrais apprendre aux enfants. Thiola fait du neuf avec du vieux. Il répare lui-même les vieilles planches de surf de ses collègues et les donne ensuite à ses élèves. Au départ, son initiative n'a pas été bien accueillie par les parents. Mais aujourd'hui, les résultats sont là. Les enfants progressent à pas de géant. Ces enfants viennent de Morro de Cantagalo, une des plus grandes favelas de Rio de Janeiro. J'habite aussi là-bas, à côté de chez eux. Dans les 545 favelas de la ville, les habitants sont solidaires. Ils sont officiellement 1 million, officieusement plus de 2 millions, à vivre dans ces quartiers défavorisés. Seule l'entraide et l'enthousiasme leur permettent de compenser leurs conditions de vie difficiles. C'est naturellement là qu'est née la samba, dont les écoles restent la fierté des plus pauvres. À 23 ans, Patricia Real est une mulata. Originaire de Rio Comprido, elle descend chaque soir au centre-ville pour exercer son métier, danseuse. Son salaire sert à nourrir toute sa famille, sa mère, ses frères et ses sœurs, et son fils de 6 ans. La samba est apparue dans ces bidonvilles à la fin du 19e siècle. Elle a été inventée par les anciens esclaves noirs. Elle est aujourd'hui devenue l'un des symboles du pays. Patricia travaille à l'Oba Oba, l'une des plus grandes salles de spectacle du Brésil. Tous les soirs, le spectacle prolonge la magie du carnaval. Pour 15 €, les touristes en ont plein les yeux. Mais l'envers du décor est parfois plus glauque. Certaines filles de l'Oba Oba vont ensuite en ville avec les clients. Patricia en a assez de cette vie. Elle a un rêve. Vivre un jour en Angleterre avec le père de son fils. Chaque soir, elle rentre, espérant un jour ne plus avoir à revenir. La vie nocturne à Rio n'est pas toujours des plus glamour. Tout dépend du point de vue où l'on se place.
La ville est par exemple aussi célèbre pour ses transsexuels. Voilà le point de rencontre de tout Rio, le cabaret Casanova. C'est ici qu'on voit les plus beaux spectacles et qu'on rencontre des filles, qu'on soit européens ou brésiliens. Dis donc, t'es vraiment splendide ce soir. Ce mec, c'est la grande star du club. Quant à moi, je suis la reine du carnaval du club Casanova. L'hôtesse, tantôt clown, tantôt femme, s'appelle Lorena Lynn. Elle, lui, ici on joue à qui est qui. Personne n'est vraiment dupe, mais cela fait partie du spectacle. Et on ne sait pas vraiment combien de travestis travaillent dans le quartier de Flamengo. Les cabarets brillent à chaque coin de rue. Pour le carnaval, les transsexuels organisent même leur propre défilé quelques jours avant la date officielle. Mais en ville, ils ne sont pas toujours acceptés. Et après le spectacle, dans la rue, certains essuient des colibets quand ce ne sont pas des coups. Bonjour, rentrez, j'habite ici. Je vais me prendre un petit café parce que j'ai vraiment du mal à me réveiller aujourd'hui. J'ai de vrais seins. Il n'y a que les cheveux qui sont faux. Il me faut 1 heure pour me maquiller quand je suis très inspiré. Et 20 minutes suffisent le reste du temps. Aujourd'hui, par exemple, je n'ai que le strict minimum. Dans la rue, Lorena fait toujours son effet. Allez, on va plutôt aller à Copacabana. Au moins, il y a du sable et du soleil là-bas. Ici, on ne vient que pour faire des affaires. C'est affreux. Allô, Carla? C'est Lorena. Comment ça se passe pour la soirée de ce soir? On se retrouve à quelle heure? Rendez-vous fixé sur la plage. Oh, heureusement qu'on est enfin là. C'est le paradis ici. C'est animé, la plage est toute proche et on y trouve tout ce dont on a besoin. Tout ce que j'aime. Pardon, combien ça coûte ce pareo? Celui-là. Sur la plage, tous les transsexuels se retrouvent. Carlo, Carla est déjà arrivé. Salut, voici Copacabana et c'est ici que les gays et les lesbiennes aiment se retrouver. C'est la plage où tout se passe, où tout le monde vient, tout particulièrement les gens du show business. Certaines facettes de Rio sont parfois excessives, même sur la plage. Afin que tout reste sous contrôle, une unité de police a été spécialement créée pour les surveiller. Je suis le sergent Cariduro de la 23e brigade de police de la plage. Les gens nous adorent. La criminalité a longtemps été un problème à Rio. Si aujourd'hui la situation s'est améliorée, c'est aussi un peu grâce à Correduro et Oliveira. Pour patrouiller sur les plages, pas question d'utiliser un véhicule comme les autres. Le long d'Ipanema et Copacabana, des postes de surveillance ont été installés tous les 100 mètres. Les policiers et leurs buggy font désormais partie du paysage. Après 17 ans de bons et loyaux services, les deux hommes connaissent un peu tout le monde sur la plage. Chacune de leurs tournées est l'occasion de saluer ses vieux amis.
Voici notre zone de travail. Elle va d'ici à là derrière, jusqu'à San Carrado. Nous patrouillons de là-bas jusqu'ici. Nous faisons ça tous les jours. Ces rochers sont un peu le point de rencontre des amoureux. Les gens aiment bien venir ici. Ils se cherchent une belle place sur les galets, se prennent dans les bras et se font des bisous. Ils adorent ça. C'est ça le mode de vie brésilien. Chaque jour, ils ne manquent pas d'aller saluer le maître nageur. Il leur raconte les dernières péripéties survenues sur la plage. Correduro et Oliveira sont si populaires que des gens viennent les saluer spontanément. Cette femme vient même leur montrer des photos de ses petites filles. Regardez comme elle est jolie. On dirait une vraie reine du carnaval. Un autre arrêt incontournable, l'un des snacks sur la plage. Une pause pour se restaurer, mais aussi un point de rendez-vous avec tous leurs collègues. Sur la plage, il s'agit surtout de faire respecter le règlement. Les jeux de ballon, par exemple, sont interdits en dehors des zones réservées à cet effet. Je vous ai prévenu déjà 3 fois, mais vous ne voulez pas obéir. C'est terminé maintenant. Confisquer une paire de raquettes, voilà la mission la plus difficile de la journée. Plus loin, les 2 policiers discutent avec des pêcheurs qui finissent de raccommoder leurs filets. Il y aura du poisson ce soir pour le dîner. Il est temps de retourner à la caserne. On y dépose nos armes et on file rejoindre nos familles. La plage à Rio, c'est plus qu'une simple détente. Depuis le début des années 70, c'est devenu tout un style de vie. Quand il fait beau, comme 300 jours par an, elle se transforme même en piste d'atterrissage pour les 50 parapentes ou ULM qui survolent chaque jour la ville. Les cariocas ont aussi le sens de l'air. Et chaque vol se termine toujours de la même manière, par un bain dans l'océan. Toute l'année, le Sable Doré est fréquenté jour et nuit. On y joue au football, au volleyball, à la peteca. Pour les plus sportifs, quelques brasses au milieu des rouleaux gigantesques valent bien mieux que des heures de musculation. À Ipanema, un hélicoptère et 11 secouristes sont chargés de la surveillance. Johan Albuquerque est l'un des maîtres nageurs. Je travaille avant tout pour sauver des gens. Je suis satisfait quand je peux aider quelqu'un qui est en danger. L'argent ne peut pas remplacer ça. C'est un honneur de travailler au poste 9. C'est un des périmètres de plage les plus connus. Les gens sont gentils et discutent avec moi. C'est super de travailler ici. Et il y a de quoi. Le paysage est rarement désenchanteur.
C'est ici à Rio de Janeiro qu'on a le plus de filles en bikini. Une femme en bikini baignée dans la lumière du soleil, c'est magnifique. Le poste 9 est surnommé le Marijuana Point. Il est situé à la hauteur de la plage où viennent des gens des beaux quartiers et les étudiants. La plage fourmille d'activités et si certains se prélassent, d'autres cherchent à les divertir, à leur vendre une babiole ou quelque chose à grignoter. Batista a commencé comme vendeur ambulant sur la plage. Il possède aujourd'hui son propre snack. C'est Batista qui fait les meilleures caipirinhas d'Ipanema. La caipirinha, c'est le cocktail national. Du sucre, de la limonade, de la glace et une dose de cachaça, la liqueur de sucre de canne. À servir secoué, mais non mélangé. J'adore travailler ici. C'est comme une grande famille. Som das crianças brincando na rua como se fosse um quintal. A cerveja gelada na esquina como se espantasse o mal. Um chá pra curar essa mal. Vai aparecer no mundo animal. Faltou luz, mas era dia. O sol invadiu a sala. Fez a TV espelho, refletindo que a gente esquecia. Faltou luz, mas era dia. Le soir, la lumière est différente, mais l'ambiance reste la même. Bienvenue dans la merveilleuse ville de Rio de Janeiro. La plage, c'est aussi le lieu incontournable pour des fêtes qui se prolongent souvent jusqu'à l'aube. Au matin, il est possible d'embarquer pour l'une des nombreuses petites îles de la baie de Rio. Les bateaux assurent le transport des vivres et des personnes pour ces quelques morceaux de paradis dont la plupart sont privés. Le port d'Itacuruçá est l'un des plus animés. Parfois, la traversée est l'occasion d'une rencontre avec un groupe qui vient animer une soirée. Cette île appartient à Enzo Giovannetti. Il attend avec impatience l'arrivée du bateau car il est ami depuis de nombreuses années avec son capitaine, Manuel. Manuel habitait seul sur l'île avec ses parents avant qu'Enzo ne l'achète. La famille vivait de la pêche et l'île n'avait rien du confort moderne qui fait aujourd'hui son luxe. La maison d'Enzo a été construite sur une ancienne mission. C'est d'ici que le père Bernardo est parti pour convertir les Indiens de la région au christianisme.
Il a laissé son nom à ces quelques morceaux de sable, de rochers et de forêts. Avant de passer à table, Enzo et Manuel boivent un verre. Malgré ses origines italiennes, le propriétaire est un inconditionnel du cocktail par excellence. La caipirinha est notre boisson nationale. Une bonne caipirinha est toujours à base de cachaça. Il faut y ajouter du sucre et en aucun cas du sucre de betterave. Cela gâche toute caipirinha. Délicieux, vraiment bon. Mais Manuel doit repartir car une autre livraison l'attend. Dans la baie de Rio, tous les capitaines des caboteurs se connaissent. Et quand l'un d'eux a un problème, il ne faut pas longtemps avant qu'un ami arrive à sa rescousse. Manuel capte par radio le signal d'un bateau dont le moteur est tombé en panne. Il décide d'aller à sa rencontre. Le bateau en détresse est en train de dériver. Leur arrivée tombe à point nommé. Mais la manœuvre d'approche n'est pas simple. Après plusieurs minutes d'effort, les bateaux sont enfin bord à bord. Salut Ribamar, ça va ? Il arrive parfois que quelqu'un soit en détresse en mer ici. Ça peut même devenir problématique. C'est souvent une panne moteur ou une panne électrique. Les bateaux ont alors besoin d'assistance et c'est le devoir de tout capitaine de leur venir en aide. D'ailleurs, si on ne le fait pas, on est en infraction et on risque de se faire retirer notre licence. Qu'y a-t-il de mieux qu'un ami ? Ribamar était en route pour livrer une cargaison précieuse sur l'île de Jaguanum. De l'eau potable. Une denrée souvent absente sur ces îles qui sont totalement dépendantes de leur approvisionnement maritime. Manuel décide de remorquer Ribamar jusqu'à sa destination initiale. À la grande satisfaction des habitants inquiets, le convoi finit par arriver à bon port. Et après quelques explications autour d'un verre, viennent les réjouissances. Au Brésil, on ne perd jamais une occasion de faire la fête, surtout au coucher du soleil. Pendant que les deux amis vont passer la nuit à tenter de réparer la panne, retour à Rio, dans une autre ambiance. Salut tout le monde, tout va bien ? Tout baigne ? Allez, rentrez. Je suis Diony Capoeira et voici ma petite famille. Approchez, approchez. La jolie jeune fille que vous voyez là-bas, c'est ma chérie. Et là-bas, c'est mon assistant. Il fait des sauts magnifiques. Venez que je vous présente le reste de la famille. À l'intérieur, c'est ma grand-mère. Elle m'a surveillé quand j'étais petit. Elle ne voulait pas que je traîne dans les rues et m'a toujours répété « Mon garçon, il faut que tu apprennes le plus possible pour devenir quelqu'un. » Le matin, je commence toujours par me laver, mais je fais un petit saut avant pour m'échauffer. Diony est un athlète, un champion de capoeira. Une discipline typiquement brésilienne, à mi-chemin entre l'art martial et la danse acrobatique.
Manuel est l'élève préféré de Diony. Aujourd'hui, il vient passer l'examen qui doit le consacrer comme un véritable capoeiriste. Pour s'entraîner, ils aiment venir dans cette vieille gare située dans le centre de Rio. La capoeira est une technique de combat venue d'Afrique. Les esclaves l'utilisaient pour se défendre. Ils s'entraînaient le plus souvent en cachette, quand il faisait sombre. Et quand ils étaient tout de même surpris par leur maître blanc, ils faisaient simplement semblant de danser. La capoeira n'est pourtant pas qu'une danse, c'est aussi un art martial africain. Et pas besoin d'une salle de sport suréquipée. Un vieux wagon suffit aux exercices de musculation. Après l'échauffement, il passe à la répétition des enchaînements de combat. L'examen se déroule à Tijuca, dans les hauteurs de la ville. Des percussions traditionnelles accompagnent les évolutions des lutteurs. Comme ses ancêtres esclaves, Diony dessine des peintures de guerre africaines sur le corps de son élève. Manuel entame sa démonstration. Les mouvements des capoeiristes imitent les attitudes des animaux de la jungle. Macaques, reptiles, félins. Ils doivent être prêts à bondir pour attaquer ou esquiver. La capoeira est restée longtemps réprimée, même après l'abolition de l'esclavage. Sa pratique n'a été autorisée qu'en 1937. Et ce n'est que depuis quelques années qu'elle est enfin reconnue pour sa valeur culturelle, éducative, créative et artistique. Manuel a réussi son examen. Diony lui remet lui-même l'insigne du premier niveau, la ceinture jaune. La lutte recommence, mais cette fois c'est uniquement pour le plaisir. La danse prend le pas sur la lutte. Dans la pénombre, la beauté du rituel trouve une toute autre dimension. Et voilà, c'est fini.